Okay, now Hubert was saying backstage, he said, I'm not convinced, he admitted to us in a moment of candor, that all of you came today to listen to our annual report, though it was delivered with style and aplomb, and I applaud you for that. But apparently some of you may have come today to meet some of our radio panelists. And it is a great opportunity, and I certainly applaud the organizers of this meeting, to bring you these great radio talents today so you can have a chance to see them in the flesh and hear them as we have a great panel discussion and learn some of their insights about how they see the future of radio in this building. So it is my honor to be able to bring them up on stage. Let's start with the birthday boy, Matt Galloway. He's the host of Metro Morning, CBC Radio on 99.1 FM, the top-rated morning radio program in Toronto. Mr. Galloway, please take your seats. Rebecca McConnell, comme Hubert l'a mentionné déjà, mais ça vaut le coup de répéter un petit peu parce qu'elle a une feuille de route fort intéressante. Elle anime Circuit McConnell tous les jours de 8h30 à midi sur les ondes d'Espace Musique dans la région de Montréal. Elle collabore fréquemment aux émissions d'ici Radio-Canada Première et de CBC Radio. On a aussi pu la voir à Guide Resto Voix, Musicographie, Débat Musique Plus, C'est juste la TV. Veuillez accueillir Rebecca. Did we mention you're supposed to turn off your phones? I think so. Something like that. I thought we did. Yeah, I thought we did. I heard that. Okay, now to the man who's caught every week in the comedy crossfire, Steve Patterson. You've heard him on The Debaters. Guy does a wonderful job on that program. Also stands up in front of crowds and delivers great comedy. Great to have you here with us today, Steve Patterson. You see, that kind of comedy does not work on radio. The pratfall. Anna Maria Tremonti has been a host of CBC Radio 1's The Current since it first burst onto the airwaves in November 2002. She brings a mix of hard-edged journalism and hard-won empathy to a 90-minute program that tackles everything from politics of the day to the changes that affect our society to the stories of individuals whose personal journeys and traumas affect us all. Anna Maria. Jean-Sébastien Bernatchez anime depuis cet automne l'heure du monde de 18h à 19h sur ici Radio-Canada Première et collabore à l'émission régionale dans le Grand Montréal. C'est pas trop tôt. Il animait auparavant Classe économique depuis l'automne 2009, alors veuillez accueillir Jean-Sébastien. Chers collègues, soyez les bienvenus parmi nous aujourd'hui. Okay, so we've got through the formalities. Everyone's settling in, and every year, as part of this annual public meeting, there's a discussion led by some of our CBC and Radio-Canada personalities. These exchanges provide an opportunity to get a glimpse of the work that they do. And in the past, we've had fascinating discussions, often with foreign correspondents who've come up here or other TV reporters. And I think it's great today that we have the focus on radio. Today's topic is today's radio broadening our conversations. Radio is, of course, changing, and hear how new technology is enriching today's conversation. La radio fait partie de CBC Radio-Canada depuis ses débuts, rassemblant les Canadiens d'un océan à l'autre et compte sur un auditoire fidèle et même très fidèle. Toutefois, la radio traditionnelle connaît des changements. Le paysage médiatique évolue et nous devons être en mesure d'offrir aux Canadiennes et aux Canadiens ce qu'ils veulent, de la façon dont ils le veulent et, bien sûr, au moment où ils le veulent également. Okay, so let's have a look at the following video. Oh, it's sort of a cross-media thing here. We're going to set up a radio discussion by watching a video. Take it away. Why not? This is CBC Radio 1. Welcome to Cross Country Checkup. Works and Forks. Writers and Company. I'm Stuart McLean. This is the Vinyl Cafe. Hello, Canada. Ici Radio-Canada, Première. Énergie, curiosité, convivialité. Il va aussi y avoir la force de l'information du réseau de Radio-Canada.
CBC Radio Canada has connected Canadians from coast to coast to coast for over 75 years. I'm Rex Murphy. This is Cross Country Checkup. Watch your I'm on a BlackBerry here. Canada lives here. Depuis plus de 75 ans, CBC et Radio-Canada tissent des liens entre les Canadiens de tout le pays. CBC Radio 1, Et ici Radio-Canada Première. a strong presence in all regions that fosters the national conversation so we can get to know each other better. I'm Allison Smith. This is The World at 6. Good morning and welcome to The Current. I'm Anna Maria Tremonti. This is Metro Morning on CBC Radio 1. My name's Matt Galloway. What happens now in Syria? CBC Radio 2. I'm Rich Turfry, CBC Radio 2 Drive. And Espace Musique gives listeners a deeper music experience with a variety of music for every mood, from adult alternative to jazz and classical. Espace Musique et CBC Radio 2 offrent aux auditeurs une expérience musicale plus profonde, avec une variété de genres pour toutes les humeurs, de la musique alternative pour adultes au jazz, en passant par la musique classique. From the early days, CBC Radio Canada paved the way in broadcasting and played a unique role in sharing personal experiences, bringing Canadians closer together. Now, CBC Radio 1 and ICI Radio Canada Premiere are available everywhere you want them, whenever you want them. Vous pouvez les écouter sur votre radio ou en ligne, ou quand vous vous déplacez sur votre appareil mobile ou sous la forme de balado-diffusion. Vous pouvez aussi visiter cbcmusic.ca et espace.mu et programmer votre propre liste de diffusion, et tout cela gratuitement. CBC Music. Get it at home, get it on the go, get it anywhere. Le jazz, je pourrais vous en Pour parler. moi, la musique... Moi, je pense que peu importe. Moi, la musique... CBC Radio-Canada, le seul radiodiffuseur national qui rassemble tous les Canadiens. Constantly evolving and moving forward with programming that speaks to every region across the country and around the world. CBC Radio, the future of radio. Radio-Canada, l'avenir de la radio. We've clearly got a lot to brag about. That's fantastic, and it's great to see. And certainly from an insider's perspective here at the CBC, I can tell you firsthand how CBC Radio and the resurgence of it. And Hubert was mentioning some of the numbers here, and the control that they have of so many markets has certainly been a point of pride for all of us working here at CBC, even if we work on the dark side like me in television. But Anna Maria, and that's what I want to start with you, because you and I, we do share that. I started my career at CBC Radio, CBC in radio was back in 1990. You started in radio. You went to the dark side with me on TV for a while. Now you're back to the light of radio. And as we look at the way that the radio is evolving and connecting with Canadians, how do you see the difference between radio and TV and the impact that it has on audiences? I think not to take anything away from TV, radio, for me as trying to follow stories, radio allows me to move quickly. You can literally turn on a dime with radio. Radio, I think, it's an old medium that is new again. It's going through a renaissance, and we're all lucky to be part of it right now. And you can have a conversation. You talk about the cold medium of TV and the hot medium of radio. And so when people are listening to you and they're part of your program, they feel like they're part of it. And they're not stepping back and watching it, they're literally engulfed by the sound. And in a funny way, when you listen to radio, you see it, but you see it in your mind, and so it forces you into a level of creativity, even as you listen to a discussion and get taken somewhere. So it's a wonderful medium, and you will not die of hairspray long in radio. Thanks for that. C'est intéressant, Anna Maria, qui dit c'est un vieux médium, mais qui est nouveau, encore une fois, ou une nouvelle fois, c'est vrai, et notamment parce qu'il y a toutes sortes de changements technologiques. Jean-Sébastien, est-ce que la radio se renouvelle? Quel est le futur de la radio? Est-ce qu'elle prospère dans ces nouvelles technologies et le nouveau paysage médiatique qui est le nôtre maintenant? C'est intéressant, le thème prospère. Est-ce qu'elle prospère, la radio? Parce que je couvre beaucoup l'actualité économique. Et vous savez, si notre assemblée aujourd'hui, c'était une assemblée annuelle d'actionnaires d'une radio commerciale, quand vous me demandez si elle prospère,
Je chercherai à vous dire, est-ce qu'on fait un bénéfice net? Est-ce que notre radio rapporte des profits? Et ça nous ramène à l'essence même de la radio publique, qui est la radio de Radio-Canada, de Radio One, à Espace Musique en passant par la première. La prospérité, la richesse de notre radio, à nous, elle se mesure par la richesse de nos programmes, par l'engagement des artisans qui la font, par la conversation qu'on réussit à établir entre ceux et celles qui nous écoutent. Et là, j'en reviens un peu à ce contexte dans lequel vous situez la question. Dans l'univers des nouvelles technologies, moi, je pense, and I don't know what you think of that, je pense, moi, que la conversation devient encore plus intéressante et plus dynamique avec les nouvelles technologies. Les réseaux sociaux nous permettent de discuter en direct constamment avec nos auditeurs. La balado-diffusion, on en parlait dans la vidéo qu'on a montrée, elle permet ce que le magnétoscope permettait à la télévision depuis 30 ans, d'avoir accès à un contenu radio au moment que ça nous intéresse. Auparavant, si on ratait Classe économique ou l'heure du monde à 18 h, c'était fait, c'était final. On peut s'abonner à la balado maintenant, l'avoir sur son téléphone et l'écouter pendant qu'on roule, qu'on a une longue distance à faire sur l'autoroute, l'écouter dans le métro et tout ça. Donc, moi, je pense qu'elle prospère encore plus grâce aux nouvelles technologies, la radio. And I want to pick up on what Jean-Sébastien is saying with you, Matt. In television, we're looking over at what's happening on the internet as it's a huge threat to what we do. People are turning towards YouTube to get their information rather than turning to a nightly newscast. In the print medium, of course, they're seeing the same thing. The newspapers, losing their audiences to what's happening online. I want to get your perspective, though, from how the internet and all that social media, does it compete with you? Is it a challenge to you? Or is it, as Jean-Sébastien is mentioning here, enhancing a bit of what you can do? I think you have to be smart enough to understand that it is, and be humble enough to understand that it is competition. People can listen to anything in the morning. That they choose to listen to a program that I host is humbling and extraordinary and overwhelming. But it's one thing that they could listen to. They could listen to a number of radio stations. They could listen to the podcasts you were talking about. They could listen to satellite radio. They could listen to nothing at all. So you have to create things that will, in that space, compete, and in that space be relevant and important and must-hear radio. At the same time, you have to not fear that technology. Our program uses things like Twitter and Facebook as the show is going out on the air. So Hubert was talking about radio used to be a conversation. There would be your announcer at the microphone and the audience, and the voice would come out through the radio and that would be it. We now have this opportunity to communicate with people, not just one-to-one, not just two-to-one, but our show is like this live conversation where 30 or 40 people at the same time are talking about things that we're talking about. They're carrying on their own conversations about something that we've started. And if you can figure out a way to harness that technology and enhance the conversation so that, yes, when we're on the air from 5:30 to 8:30, it's this lively discussion. But when we go off the air and when the city really starts to thrive and something happens at 2 o'clock in the afternoon, we can still be part of that discussion. I can be involved in that, other people can be involved in it, and it takes on a life of its own. We have a thing, just because I ride my bicycle to work in the morning, where we started giving bike reports on the radio. We have traffic reports, we have weather reports. We thought, what if we, and this came from a listener, what if we gave bike reports, a cycling report, and it lived online? So people could crowdsource that information, and on Twitter, there's this hashtag, MMBike, that now exists outside of the show. And it's the place that people go to find out whether this road is blocked, whether it's going to rain and you're going to need, pants that repel water at the end of the day, whether your socks are going to get soaked, or whether it's a beautiful day and you know what, you're tired and lazy, but you should get out and ride your bike to work. That has nothing to do with us other than we created it and sort of launched it into the ether. And that, to me, is kind of the power of technology on a show like ours. We're a radio program. We're not broadcasting on the internet, but in a way, you can use that to be broadcasting on the internet at the same time. Mark vient de le dire, en télévision, on le sent très bien, les nouvelles technologies, Internet, c'est une menace finalement, une menace en termes de code d'écoute notamment. Et il faudra que la télévision s'adapte à ça et elle cherche à le faire. La radio cherche à s'adapter aussi, mais on n'a pas l'impression, on a moins l'impression que c'est une menace. Et Matt vient de le dire, il y a tout un espace qui est créé pour la discussion en radio. Rebecca, est-ce que la radio change? Est-ce que la radio doit s'adapter à ces nouvelles technologies? Est-ce que ça change votre travail? Est-ce que ça change le travail des artisans?
C'est drôle, moi j'ai tendance à être surtout pessimiste, mais à dire que je suis réaliste, puis à penser que oui, c'est une menace, puis comment on peut faire. Je n'avais pas l'impression que la radio prospérait, j'ai l'impression que la radio survit, mais je fais la nuance. Tant qu'il y a un noyau, un bassin de fidèles auditeurs, et c'est pas nécessairement une génération vieillissante, mais qui existe, qui en a un peu rien à cirer des réseaux sociaux ou de découvrir la musique ailleurs qu'en écoutant la radio ou de s'informer en écoutant le radio-journal. Mais ce bassin, ce noyau dur-là, donc il y a encore des rendez-vous télévisuels ou radiophoniques qui lit le journal le matin. Je pense que la radio peut survivre grâce à ça, mais depuis que la radio est entrée dans l'ère numérique, je pense qu'elle ne peut qu'avancer. Ça serait vraiment se mettre la tête dans le sable, d'essayer de freiner cet élan-là. On n'y peut rien, donc on s'adapte. Et moi, je trouve ça formidable parce que cette ère numérique-là, elle est synonyme de liberté pour vous, en fait, pour les auditeurs. Justement, on l'a répété souvent ici, Hubert l'a mentionné tantôt, parce que cette nouvelle génération, c'est un défi générationnel, je pense, cette nouvelle génération qui représente donc une nouvelle clientèle ne veut pas se faire dicter la manière, l'heure, quand, où et comment elle va consommer de la radio. C'est elle qui décide. Donc, on doit s'adapter à elle. Elle a envie d'écouter des web radios. Ça, c'est nouveau depuis vraiment pas très longtemps. Nous, on en a beaucoup sur Espace Musique. Si au contraire, ils veulent juste un mélange de musique, de chansons par thème, sans contenu parlé, ça, c'est disponible. Le fait que la radio, maintenant, est diffusée également sur Internet, moi, ça fait que je reçois des courriels, des tweets aussi de gens qui m'écoutent en Argentine, de gens qui m'écoutent à Sudbury, des gens qui m'écoutent en Europe. Ça me surprend toujours d'avoir des courriels d'ailleurs, mais je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est plus la radio terrestre, c'est pas obligé d'être à Montréal, même si mon émission est diffusée exclusivement dans la grande région de Montréal. Donc, tout ça, tout ce qui leur permet aussi de s'identifier, parce que on l'a dit, c'est un radio de proximité, you called it the hot medium. On peut s'identifier aussi avec les blogs, avec les podcasts, avec les web radios. Et pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment ce qui ont... Moi, je suis arrivée à Radio-Canada à peu près en 2008. Je me suis, je pense, inscrite sur Twitter en 2009. Et depuis ce temps-là, j'ai 25 000 abonnés. Moi, je trouve ça pas pire. Je suis à peu près 700 comptes. Et les réseaux sociaux, comme le disait Matt, on peut faire comme s'ils n'existaient pas. Mais pour moi, c'est vraiment complémentaire à mon travail. Pas juste à mon travail d'animatrice radio, mais vraiment mon travail de journaliste, d'animatrice. Moi, je l'utilise vraiment comme un fil de nouvelles. J'ai choisi... Personally, I don't follow TMZ. I don't care if you do, c'est le fun pour vous. Mais pour moi, je m'abonne au Parisien, au Monde, à l'Express, peu importe, au Washington Post, à CBC Music, à des gens qui m'intéressent, des acteurs, des comédiens, des politiciens. Et le matin, quand j'arrive en ondes à 8h30, je regarde mon fil Twitter et je prends, je dirais, la moitié de mon contenu, de ce que je vais vous raconter sur Twitter. Mais le contenu, je pense que c'est ce qui restera toujours roi. Peu importe ce qui se passe avec les nouvelles technologies, c'est vraiment... ça revient un peu au talent de la personne qui est devant le micro, qui a le privilège d'être devant le micro et qui a quelque chose à dire, à raconter, et le talent de le communiquer aussi. That's my 2 cents. Okay, she's got a follow-up question. She's butting in line to me, but allez-y. Okay. C'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de la radio numérique, des nouvelles technologies, d'Internet, comme si tout ça était nouveau. C'est pas exactement nouveau. Et Rebecca, vous le disiez, il y a encore une partie de la population qui lit le journal et qui écoute les émissions à l'heure où les émissions sont diffusées. C'est très bien comme ça. Mais est-ce qu'on sait donc qui est le public cible maintenant de cette nouvelle façon de faire? Les gens qui suivent les réseaux sociaux, les gens qui écoutent les émissions davantage sur balado-diffusion, ils ont quel âge? Ils viennent d'où? Qui sont-ils? Est-ce que vous avez du feedback là-dessus? Est-ce que vous savez qui ils sont? Qui veut répondre? Non. Moi, je ne sais pas. Je sais que nos patrons, il y a des gens dans la boîte qui regardent ça. Ils font des études de marché. Mais je vais employer un véritable cliché là, en radio. Mais quand je parle à la radio, moi, je parle à une seule personne. Mm-hmm. Et j'espère que les gens qui nous écoutent ont l'impression que je ne parle qu'à eux, personnellement, un peu comme s'ils avaient décroché le téléphone quand ça a sonné. Et « Allô, j'ai une histoire à te raconter. » Parce que j'entends énormément de versions contradictoires. Moi, j'entends dire que les jeunes, en réalité, ne sont pas sur Twitter. Que Twitter, en réalité, c'est les attachés politiques, des attachés de presse, des journalistes, des news junkies qui sont là-dessus. Moi, c'est ce que j'entends. Les jeunes vont sur Facebook. Ils vont sur Facebook pas pour s'abonner à la page d'une émission de radio. Ils vont sur Facebook pour se parler entre amis, pour avoir du fun entre eux.
Alors, je sais qu'on a des pages Facebook qui prospèrent. L'émission du matin, l'émission d'après-midi à Montréal, ici Radio-Canada Première, ont énormément d'abonnés. Les comptes Twitter aussi. Écoutez, on a des animateurs, des personnalités qui ont 60 000, 80 000 abonnés Twitter. Je suis loin de ça encore. Alors, je ne sais pas. Mais je suis d'accord avec ce que Matt disait, qu'il y a une compétition, et avec ce que Rebecca disait. Remarquez que moi, je vous dirais que Rebecca, qui se voulait très pessimiste au début de son intervention, en réalité, nous a démontré par tout ce qu'elle nous a dit qu'au fond, elle est optimiste. Dans le fond, ça ne va pas si mal que ça, moi, quand je l'écoute. Mais moi, c'est pire. Mon émission, là, elle est à 6 heures de l'après-midi, en même temps que The World at 6 on Radio 1. Moi, non seulement je pourrais dire les médias sociaux, les nouveaux médias et la compétition Internet, ça me fait compétition, mais ça vient même vider mon contenu. J'aurais pu penser ça, parce que maintenant, les nouvelles, vous les avez sur votre téléphone cellulaire. Alors moi, si j'arrive à 6 heures du soir pour vous faire un bilan de la journée, vous allez aller ailleurs, vous allez fermer la radio, vous allez se dire, non, j'ai tout lu ça sur mon téléphone, j'ai tout lu ça sur ma tablette. On doit ajouter maintenant, donner un sens à ces nouvelles qu'on peut lire sur un téléphone, leur donner un sens, les mettre en contexte en racontant des histoires et en faisant entendre les voix des gens qui se retrouvent dans ces histoires-là sur papier ou sur un écran électronique. I want to pick up on a point, and it's something we talk about often in the media, which is know your audience. When I'm looking out at our audience that we have here at the Glenn Gould studio here in Toronto today. And what's amazing is the age range, and I find that incredibly encouraging because, of course, we always like to see that sort of span, those demographics, young people especially who are coming out and really want to be part of the conversation and are connecting with us, and that's crucial for our future. But it's interesting, you know, here in this building, we always talk about CBC Radio as the senior service, because it is. But that can go the wrong way, and you can understand how that can sort of be twisted to say it was just for seniors. And certainly what we're hearing up here, that's not the case. But Steve, I want to ask you that there does seem to be this notion of nostalgia about radio, that I don't see the same thing for TV. And I wonder how much you, as much as there are these new technologies that we're talking about, how you have to know your audience and respect the fact that there is that nostalgia for radio that I don't think exists in TV. Sorry, Mark, I'm just having your question translated back into French and then back into English. I just felt that was the politically correct way to do this. And on Channel 3 is The Debaters, which is playing right now on the East Coast. He's not going to answer. I mean, I've been doing The Debaters for 7 years now on the radio. We had a little stint on television, and what I can tell you the difference from my perspective as someone that's done a bit of both is you treasure radio. There's nowhere to hide in radio. The content, in my opinion, has to be stronger. The words have to be stronger because you can't rely on anything else around it. So I think the reason that more nostalgia would be created is because the content's better. There's more competition, of course, everywhere. I'm not sure that all the kids are on Facebook. I know I love Twitter as a joke writing exercise, and sure. And we get feedback all the time from people, and we're a show that airs weekly but tapes not weekly. And Hubert's been kind enough to come out to a lot of tapings. We have an immediate connection with our people. They'll let us know immediately if we've. It's a lot of grammar that I get corrected on. Thanks, listeners. Oh, yeah. CBC listeners and viewers are very good on the grammar front. I'm sure it's the same for Radio-Canada as well. You make a mistake, boom. Oui. Twitter is helpful for that, too. Et c'est très bien. C'est très bien comme ça. They sometimes forget it's a joke. So, but a short answer to your question would be I think nostalgia is created by quality content. And I think you have to have more quality in your words on radio than you do on television. With no offense to television, but we're no offense taken, but thank you. All right. But the amazing thing is you do see people who are listening to radio who've never listened to radio before now because of technology. So we have people who listen to our program who are all over the world, as you have, who are here, who are out running in the morning, who are on the streetcar, who are with their dog, who listen to us later on in the day because they're interested in the city that they're in, and who come from
the entire swath of this city. I mean, I broadcast to a city that is incredibly multicultural, and part of our success is trying to figure out how to tell all of those stories at the same time back to the city. And so we had an event in this building as part of Citizenship Week earlier this week in which there were new Canadians and people who were about to become Canadians. As of today, they were becoming Canadian citizens. And they were telling stories of how they were in Korea, in South Korea, listening to Metro Morning to learn English before they came here. That when they arrived and they were doing ESL classes, our program was played as a way, and this is again concerning given the grammar police, as a way to learn the language, but also learn the kind of informal customs of the city. And when you understand that that audience is enormous and the potential is there, you can't be pessimistic at all. You have to be optimistic that if you can figure out the stories and you can figure out the content and you can figure out a way to reach people in a meaningful way, people will always give you their time if you can promise something and deliver on that promise. And that's what we try and do. And I think the result is success, but it also is just the strength of a medium that a lot of people thought would die on a vine and hasn't yet. Anna Marie? I wonder, when we talk about social media and people who get so consumed by working through their communications through Twitter or Facebook or on their computers, and we also know that people can sometimes feel disconnected. And what radio does is it gives you that voice. No matter where you actually access it from, it's a human voice. And so it kind of transcends that disconnect. We both use the social media, but we then transcend that kind of thing. And we're talking about people hearing you from all over. I have to say I've lived in several countries for the CBC as a foreign correspondent, and I have to say our production values are really high. So suddenly the very thing that can hurt us, that anything is available anytime, anywhere, and you have all that competition, also helps us because we have a real tradition of taking the time to do the job right in the CBC. And I'm not just being self-serving here, but I really think that when I look at the colleagues I've worked with over many years, the production values of what we do, of trying to get it right on every single level, that comes through in all of the podcasts and all of that kind of thing, so that suddenly you can hear it elsewhere. When I was a kid on a Sunday afternoon, if I was in the car with my parents, there were a whole bunch of BBC shows. I'm sorry, I'll read that again. I'm really dating myself now. The Curse of the Hairy Wombat and all these crazy comedy shows. Do you know about these? Anyway, The Curse of the Hairy Wombat's a totally different thing. You've got to get there, yeah. But the point was, we had access to just a few little things that were hilarious. Right. And I'm the daughter of an immigrant, right? And it was also the English language and all of that. Well, now our shows can go out there everywhere. The debaters can be anywhere on the planet, and people can laugh at it. It's funnier than The Curse of the Hairy Wombat, So I'm going to put that on our show poster. but it is about that connection again, and throughout all that technology, you still have to get the story. You still have to tell the story, and you make the connection through your voice. And something as simple as a voice is, what do people do? They sing to babies. I mean, you put the voice matters. And we're still there. C'est très important ce que Anna Marie vient de dire, human voice, la voix, parce que je pense que dans l'univers numérique, on doit faire une distinction entre l'avenir de la radio parlée, talk radio, et la radio musicale. Et en ce sens-là, le défi auquel fait face Rebecca, il est encore plus grand que celui qu'on a on Radio One ou ici Radio-Canada Première, parce que la voix, une machine ne peut pas remplacer ça. La chaleur humaine, la vérité, l'authenticité de la voix, enthusiasm in a voice. Ça, l'électronique ne peut pas remplacer ça. Mais si j'étais le patron d'une radio musicale de style... Non, mais... oui, ils sont là, bonjour. De style Top 40, les hits, là, je serais un peu nerveux. Si ce n'était que ça, jouer des hits à la radio. Parce que ça, Internet est un compétiteur vorace. Vous pouvez maintenant avoir accès à des chaînes musicales sans animateur, sans publicité. Vous choisissez votre titre. On l'offre nous-mêmes. Bien, c'est pour ça que je disais que le contenu sur espace.me, dans notre cas, ou CBC Radio Music, doit être complémentaire. Voilà. Alors, nous, en radio, on doit aller plus loin que simplement de raconter une nouvelle. On doit lui donner un sens. Mais ce que vous faites à Espace Musique et ce qui se fait à Radio 2, c'est extraordinaire parce qu'il y a des captations d'événements. Vous ajoutez, il y a une valeur ajoutée. Il y a une valeur ajoutée qui se trouve sur le web. C'est de la seule façon, je pense, qu'on peut se battre. À la radio, vous ne faites pas seulement jouer des disques.
Bon, non, il y a des entrevues, il y a des... Puis ça revient au contenu, ce que je disais. Ça revient à ce que la personne qui est devant le micro doit dire. Si on fait juste faire le trafic entre une chanson puis une autre, c'est plate. Vous pouvez écouter votre iPod à la place ou peu importe votre iPhone. Mais ce que Mme Tremonti disait aussi, c'est intéressant, c'est parce qu'il faut faire attention de ne pas cannibaliser le contenu non plus, parce qu'à un moment, il y en a tellement, l'offre est tellement grande. Parce qu'on peut aller sur espace.mu et écouter 3 chansons du nouvel album de choses. Oui, j'ai entendu Rebecca en parler. Je vais écouter l'entrevue aussi, ou je vais écouter des extraits de l'entrevue qui a été montée à votre convenance, parce que vous ne voulez pas vous taper le 9 minutes au complet, mais vous voulez juste la citation où Louis-Jean Cormier, pour ne nommer que celui-là, parle, je ne sais pas moi, de son prix gagné à la disque. Donc, il faut faire attention parce que la valeur ajoutée peut cannibaliser notre contenu. Moi, je trouve c'est pour ça que tantôt, je disais que j'étais peut-être pessimiste, réaliste, que je... We're talking a lot about the competition that's out there now in the world of technology and how you have to harness that competition and use it to enhance your product. But Matt, I want to ask you a crass question just about competition. You've got competition in this city, a whole bunch of it. So I'm told. And you are on the top of the heap, which is something that's worth celebrating. And I just wonder, when you look at that competition, that all want to be number one in this city, I mean, this is the city where you want to be number one. When you look at your position there, how do you explain why you have got there and the others are still struggling to get there? It's a good question. I think one of the things that we do really well is something that I was just talking about, which is actually, and there's a tagline that's on some of the promos that we have, which is sounding like the city. It sounds obvious, but it's true. That in this city, particularly if you're the public broadcaster, but if you're any broadcaster, if you can be on the subway or the streetcar and you see the United Nations there and you don't see that represented in what you're broadcasting, then if you're the public broadcaster, you should be out of business, I think. If you are a private broadcaster, you need to worry about who your audience is. We represent the public, and the public is this huge, as I said, this huge swath. And so what we, through a lot of work, and very deliberate work in terms of hiring, but also in terms of the story choices from the meetings that I was at this morning about what's going to be on the program in the days and weeks ahead, to the people that we have on, not the usual suspects in terms of guests, we really try and go out of our way to reflect what the city sounds like now. Not what the city sounded like 5 years ago, or 10 years ago, or 15 years ago, but what it sounds like now. And the best possible compliment is that you hear back from people who say, I was in a taxi with a driver during the Arab Spring. We were talking a lot about Egypt. He said, I would have never thought that the CBC would talk about Egypt, that this is my story, but it's actually your story and it's our story. And that means a lot because it makes the we, in terms of what we are trying to do, much more inclusive. So we work really hard at trying to do that. We're lucky in that we're a commercial-free service. We're not selling you soap. We're not going to give you a plane ticket to Mexico. We're not going to try and drive you to a certain advertiser. And so audiences have this different relationship with you. We're not trying to drive them to anybody else. They're looking to us for content. And if we can get them, steal 5-10 minutes of their time and get them to listen a little bit more about the city or the world that they're in, it's incredibly rewarding when they do that, and when they do that in overwhelming ways. So it's a nice mix, but it's really a lot of hard work as well in trying to actually reflect the place that we're in right now. Je pense qu'on peut poser la même question à Jean-Sébastien et Rebecca. Comment se hisse au sommet d'un marché comme celui de Montréal? Comment on y arrive? Quelle est la qualité? On suit l'exemple de Matt. Bonne idée. On essaie d'être aussi bon que lui. C'est très clair, mais quelque chose que Matt disait, effectivement, pas s'en tenir aux invités les plus évidents, les plus convenus. Pourquoi ne pas aller au-delà? Pourquoi pas surprendre? Et je ne dis pas tomber dans la gratuité, là, dans le freak show, pas du tout. Je ne pensais pas entendre parler d'Égypte à CBC Radio-Canada. C'est incroyable d'entendre ça quand même. Et heureusement qu'on est là pour le faire, parce qu'effectivement, le pays est tellement rendu multiculturel, puis je l'ai déjà depuis des années, mais plus que jamais, on doit faire ça. Moi, ce que j'aime de la nouvelle émission que j'anime, L'Heure du Monde, c'est que je peux compter sur la force du réseau. Alors, depuis le début de la saison déjà, on va dans toutes les communautés au pays, de la plus petite à la plus grosse. Si vous saviez les histoires qui sortent de là, c'est incroyable. C'est incroyable. On se fait surprendre. On apprend parfois que ce qui se vit à Montréal, bien, ça se vit à plus petite échelle peut-être, mais dans une ville comme Lloydminster, entre l'Alberta et la Saskatchewan, que Toronto a des problèmes qui peuvent se comparer à, bien sûr, ce qui se vit à Vancouver, mais aussi à Montréal. On va dans les
dans les communautés culturelles, puis un jour, on dira même plus ça, cette expression-là, communauté culturelle. Hein? On va dire tout simplement, on va dans la population. Et puis, ben voilà, Rebecca, toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est drôle parce que moi, je me disais que ça, c'est un atout aussi du diffuseur public, c'est qu'on est vraiment diffusé d'un océan à l'autre, from coast to coast. Je veux dire, c'est une richesse. Et le fait de pouvoir être diffusé partout au pays, de pouvoir s'adapter aux particularités de chaque population, pour ne pas dire communauté aussi, justement, et d'offrir, c'est plus qu'un service, en fait, c'est une responsabilité que Radio-Canada a d'offrir un contenu qui est moins relié que les radios commerciales, on va se le dire, au code d'écoute ou encore au contenu publicitaire. Ça fait qu'on peut encore plus se concentrer sur le contenu. Puis moi, je pense vraiment que c'est ça la clé du succès, puis la clé de la survie, puis la seule façon de prospérer, c'est vraiment, on le dit de façon différente, Matt tantôt en parlait, c'est du travail, mais c'est aussi, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous proposer quelque chose que vous n'allez pas entendre ailleurs, que vous allez syntoniser CBC ou Radio-Canada ou Espace Musique parce que vous ne l'avez pas ailleurs? C'est pas exactement sur le web. Je veux vraiment, c'est là que je veux aller, c'est parce que c'est la seule place où je peux retrouver ça finalement. It sounds like so much work. What did you say? It sounds like so much work, everything you're doing. You know, you get the Unlike feeling. that. But so that's why, Steve, I wanted to give you the last word on our panel because your show doesn't sound like a lot of work. That's fine. I'll take that. I can take that from him. We have history, He's people. Kelly. We have He's history. a Kelly. He's an Irish. He's a son of a. We actually are fortunate enough on Debaters to get to travel around with our show throughout Canada. We get to see that connection. We actually make a point of hiring local comedians, which might not otherwise get exposure to the rest of Canada, and talking about topics, which I know it's not, a news format that we give it, but we talk about topics that matter to places, different parts of Canada. We happen to make it funny, but there's always some facts in there, and that's the way that we connect, as we travel around. I'm very fortunate to have a radio show with a live listening audience that's a theater in a town, and I think it's pretty worthwhile, Mark. I love that line, and there's always some facts in there. There's facts. You just let the secret out. There's fact stuff. All right, well, listen, that wraps up this fantastic panel conversation. I'd like to thank you all for sharing your experience and insights with us.